Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Routes de l'été qui vont nous emmener en Gironde, dans le Bordelais, notamment et surtout au milieu des vignes, parce que c'est un paysage superbe à visiter avant d'aller déguster les produits qui s'y rapportent. On imagine bien que les vins de Bordeaux sont une image de marque extraordinaire pour cette région et on ne va pas se priver pour en parler en deuxième heure. Mais pour l'instant, on se pose une question qui a justement rapport avec le vin et la vigne. Savoir si en cette période de réchauffement climatique, la carte d'Europe, mais surtout de France, va changer. La carte du vignoble va-t-elle entièrement changer? Alors, il y a une question Twitter qui s'y rapporte, Marine. On a commencé notre petit sondage. Oui, on vous demande tout simplement ce matin si vous seriez prêt, si vous pourriez vous passer totalement de vin à table. Et pour l'instant, c'est le oui qui domine à 62%. Mais non! Mais si, je savais que ça allait vous titiller dans les commentaires. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Bah moi je sais, c'est parce que les vignerons ils sont dans les vignes là. La vendange approche et ils peuvent pas jouer. Alors prévenez vos copains vignerons de venir voter sur Twitter quand même. Ça va rééquilibrer, vous allez voir. En tout cas, il y a Jean qui nous écrit sur Twitter dans les commentaires et qui nous dit oui, il a changé en tout cas. Il a troqué son repas au vin pour un repas à la bière, vu les variétés régionales qui sont top aussi. Ah, c'est pas mal. Allez, on s'adresse aux spécialistes pour répondre à ce problème de réchauffement climatique dans les vignes. Sud Radio, question d'été. Avec nous ce matin en ligne, Christian Pally. Bonjour Christian Pally. Bonjour. Alors Christian, je vous présente, vous êtes vigneron. D'abord vous êtes vigneron à Tavel, c'est on va dire de la vigne de famille, donc vous n'êtes pas un nouveau venu dans le métier. Et vous êtes surtout président du comité vin de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, ce qui vous donne évidemment largement voix au chapitre sur ce sujet du réchauffement climatique dans les vignes. Je pense que c'est même une préoccupation majeure. C'est l'une de nos préoccupations majeures, puisque nous faisons depuis de longues années maintenant le constat du réchauffement climatique et ses conséquences dans les vignes, en termes de stress hydrique, en termes d'avancée de date de vendange, et j'en oublie. Donc un vrai constat d'évolution climatique, c'est certain. Avec vous également au téléphone, notre camarade de Sud Radio, en partie, Philippe Forbrac. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Alors Philippe, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'écouteraient pas Invino le week-end avec Alain Marty, où vous êtes toujours présent. Vous êtes meilleur sommelier du monde, ça déjà. Donc, président de l'Union de la sommellerie française. Donc, vous êtes vraiment sommelier, restaurateur au bistrot du sommelier à Paris. Est-ce que j'en oublie, Philippe ? Non, c'est très bien. Là, c'est pas mal, déjà. Non, on imagine bien que vous vivez dans le vin et pour le vin depuis toujours. C'est votre passion et c'est votre métier. Alors, Philippe, en quoi, je vais poser la question aux spécialistes que vous êtes, en quoi le réchauffement climatique impacte la vigne et, in fine, le vin? L'impact de la vigne est dans son cycle végétatif. Donc, il y a un bouleversement des dates, notamment de la date qui est le repère, qui est la date des vendanges. Oui, la maturité du raisin. Exactement, de plus en plus tôt. Ça concentre davantage le raisin en sucre. Donc, par définition, le sucre donnant, après la fermentation de l'alcool, ça fait monter le niveau d'alcool. Et globalement, on assiste à une baisse de l'acidité. Et c'est cette acidité qui ne doit pas faire peur, mais qui au contraire est un élément extrêmement important dans l'équilibre du vin, puisqu'elle apporte une certaine fraîcheur, de la digestibilité et un potentiel de garde aussi intéressant pour les vins. Donc tout ça est modifié, et du coup on a des vins qui sont en général plus généreux, plus riches, plus puissants. Quand vous dites riche, ça veut dire riche en alcool, notamment. Oui, exactement, riche en alcool, et aujourd'hui il n'est pas rare. Enfin, je me souviens, moi, quand il y a très longtemps débuté mon métier, quand on ouvrait un vin de 12 degrés, c'était un peu le vin de fête, le vin du dimanche. Et aujourd'hui, quand on a 12 degrés, c'est un vin léger, un peu entre guillemets pour tous les jours, en tout cas très courant. Et les vins sont plutôt autour de 13, 13,5, voire davantage. Oui, bien sûr, 14, 14,5, oui, d'accord. Christian Pally, alors avant de parler au nom de la viticulture française, puisque vous la représentez à travers l'INAO, vous êtes d'abord impacté en tant que vigneron. Je rappelle que vous êtes à Tavel, c'est-à-dire le sud des Côtes-du-Rhône. Vous y faites du rosé. Évidemment, et le rosé, il a besoin de cette fraîcheur dont parlait Philippe Forbrac. Donc c'est compliqué quand on est au sud et qu'on veut faire des vins qui restent aimables et riants.
Il le reste, je vous rassure. Non, mais j'espère. Mais avec c'est vrai, intrinsèquement, de vraies évolutions. Moi, je me souviens gamin, mes parents et grands-parents commençaient les vendanges entre le 15 septembre et la fin et le tout début, octobre. Aujourd'hui, lorsque nous ne commençons pas les vendanges fin août, tout début septembre, c'est une vraie surprise. Alors il n'y a pas que l'évolution climatique. On peut parler de l'évolution des clones, des plans de vie, de l'encépagement, mais force est de constater que l'évolution climatique, le réchauffement climatique nous perturbe sur ce point de vue-là de façon indéniable et importante. Mais c'est pas que la date des vendanges. C'est aussi dorénavant des hivers beaucoup plus doux qu'auparavant, donc avec une accélération du rythme végétatif et une précocité de ce dernier dès le mois de mars, dès le mois d'avril. Quand on risque encore les gelées. Absolument. Et nous tombons dans le débourrement, c'est-à-dire dans le démarrage de la végétation, dans les périodes encore gélives. Avant les seins de glace, quoi. Avant les seins de glace, tout à fait. Et avec de vraies sueurs froides pour les vignerons que nous sommes, non plus de temps en temps, mais dorénavant quasiment chaque année. Mais alors, il y a de vraies conséquences, pas que sur le vin. Bien sûr. Philippe a raison, sur le vin aussi. Mais Philippe Forbrac, mais aussi sur nos nerfs, on va dire. Philippe Forbrac, il n'y a pas que des inconvénients, je dirais, à la chaleur et au soleil. Parce que la vigne, c'est d'abord une plante méditerranéenne, donc on peut estimer qu'elle aime le soleil et la chaleur. Oui, elle aime le soleil et la chaleur. Il y a des limites à tout, et notamment le fameux stress hydrique qui bloque parfois les maturités, qui donne des vins aussi qui sont certainement déséquilibrés par rapport à ça. Ça, c'est valable pour tous les fruits, on est d'accord, pas que pour le raisin. Bien entendu. Le raisin, c'est le fruit avant tout. Puis, on en fait effectivement du vin. Mais c'est valable pour tous les fruits. Et donc, c'est compliqué. Du coup, on arrive à avoir petit à petit, et Christian pourrait le confirmer, mais une sorte de restructuration, de mouvance, même si elle est légère, parce que la vigne, vous savez qu'on la plante, il faut des années avant que le raisin soit à maturité pour donner du vin de qualité. Et donc on anticipe souvent, on dit qu'on plante une Combien vigne, de temps? 5 ans en général? Oui, disons, pour faire du vin, la législation c'est 3 ans, 3e seuil minimum. Mais avant que le vin soit réellement de qualité pour exprimer les terroirs, il faut une dizaine d'années. Donc c'est compliqué d'anticiper. On ne peut pas réagir comme ça et remettre quelque chose pour l'année d'après, ça soit mieux, on ne peut pas. Il faut vraiment anticiper. Et donc là, on arrive petit à petit à voir se redessiner la carte de viticole, que ça soit en France, mais également à l'étranger. A fortiori en Espagne et en Italie, j'imagine. Exactement. Mais aussi, à contrario, il y a certains endroits où on retrouve de la vigne. Moi, je suis en ce moment là, en vacances dans les Hautes-Alpes, par exemple. Il y a eu jusqu'à 7000 hectares de vigne dans les Hautes-Alpes à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a 130 hectares de vigne en IGP Hautes-Alpes. Mais il y a beaucoup de domaines qui se restructurent, de vignes qui se vendent ou en tout cas qui se développent. Et force est de constater qu'ils arrivent aujourd'hui à des maturités qu'on n'avait pas avant. Donc il n'y a pas que des désavantages, il y a aussi quelque part un bénéfice à prouver. Et puis des qualités sanitaires, parce que je sais que le vigneron, il lutte éternellement contre l'humidité et les pourritures. Donc au moins la sécheresse, elle a du bon. Exactement, oui. Et le vent est très important. Et Christian Pally-Atavel en sait quelque chose. Christian. Oui, avec le Mistral. Oui, ça sèche. Ça vient sécher en fait les velléités de pourriture, on peut dire, en quelque sorte. Ça oui, mais vous savez, la vie est faite d'éternel équilibre. Quand vous disiez tout à l'heure, à juste titre, la vigne a besoin de soleil et de chaleur, certes. Mais il ne faut pas oublier que la vigne, à la base, c'est une liane et elle a aussi besoin d'eau. Et les stress hydriques, comme le disait Philippe tout à l'heure, que nous connaissons de plus en plus, de façon de plus en plus importante, aujourd'hui est une vraie difficulté dans la partie méridionale du vignoble français et européen, justement par un manque d'eau et particulièrement en période végétative. D'où des évolutions nécessaires en matière de réglementation, particulièrement sur les aspects d'irrigation, de possibilités d'irrigation, et donc toute la problématique de l'accès à l'eau et de l'acceptation sociétale de l'accès à l'eau par la viticulture. Donc vous voyez que l'évolution
climatique, l'évolution du climat entraîne des problématiques techniques, mais aussi réglementaires, mais aussi politiques, culturelles. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est un vaste sujet. Alors, je voudrais juste préciser un point, c'est que quand vous parlez de migration du vignoble, c'est pas la première fois que la France... Changement de latitude en quelque sorte. Hein. Absolument. Alors c'est pas une nouveauté en soi, parce que la viticulture française a toujours géographiquement évolué. Il suffit de regarder les noms de villages en région parisienne pour s'apercevoir qu'il y a 150 ans, la viticulture... Vous parlez de Chanteloup-les-Vignes, par exemple. En région parisienne. Mais ça pose une difficulté, la capacité de migratoire du vignoble. Techniquement, c'est jouable. Ça pose un problème majeur. C'est l'appellation d'origine contrôlée. Bien sûr, et là c'est votre boulot. Absolument, et l'appellation d'origine contrôlée, elle n'a pas vocation à migrer, puisque une AOC... Puisqu'elle est attachée à un territoire. Absolument, c'est bien un lien à un terroir, plutôt que même à un territoire. Oui, effectivement. Alors Christian Palli, justement, juste une question, on va se quitter après pour la publicité, puis on se retrouve pour essayer de voir quelles sont les pistes, les solutions que peut apporter les différents acteurs du vin. Dites-moi, où en est la France par rapport au monde dans ce problème de réchauffement climatique? J'avais hier au téléphone Michel Chapoutier, que vous connaissez bien, qui vous salue d'ailleurs, votre collègue des Côtes-du-Rhône, qui disait la Californie nous incrimine alors qu'on est encore entre 3 et 4 degrés en dessous en termes climatiques. Donc on a de la marge par rapport aux Américains sur le réchauffement climatique. Alors techniquement, on a sûrement de la marge. Par contre, en termes de réglementation, nous en avons un petit peu moins, puisqu'il y a bien longtemps que l'Australie, la Californie se sont adaptés réglementairement en termes particulièrement d'irrigation et d'évolution d'encépagement. Donc nous avons une longueur d'avance sur une capacité réactive. Nous en avons une de retard sur tous les aspects de potentialité réglementaire, particulièrement avec l'accès à l'eau, la non-capacité de capter l'eau, la non-capacité de stocker l'eau des lacs collinaires, par exemple. Et oui, d'ailleurs, Philippe Forbach, de votre point de vue de professionnel du vin, et non pas de la vigne, en quelque sorte, est-ce que cette réglementation doit évoluer? Est-ce que dans l'avenir, il va falloir peut-être irriguer? Ou que l'INAO autorise une sorte de goutte à goutte pour les vignes, ou est-ce que c'est bien comme ça? C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Il y a déjà des autorisations qui sont ponctuelles. C'est les préfets de mémoire, Christian, qui donnent les autorisations lorsque c'est nécessaire. Mais il y a déjà c'est presque obligatoire pour les jeunes vignes pour qu'elles prennent, pour que les plantiers fonctionnent. Mais à certains endroits, il en va de la sauvegarde de la viticulture. Non, je vous demande ça parce que on a l'impression que l'INAO veut sauvegarder évidemment la qualité des vins et qu'à une époque, l'idée d'irrigation, on pouvait se dire que ça délavait le vin en quelque sorte, ça délavait le raisin. Alors, attendez, Christian Palli. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Sur ce point de vue-là, il y a eu une très large évolution et des administrations de tutelle françaises et de l'Institut national, puisque vous savez que depuis les années 60, l'irrigation était interdite. Elle l'est toujours, mais par contre, nous avons fait évoluer la réglementation pour permettre de façon très réactive, là où il y a du stress hydrique, des dérogations. De pouvoir donner des dérogations. Mais il faut sauf que les vignerons, si c'est interdit en règle générale, ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas des tuyaux qui vont dans les vignes, ils n'ont pas d'irrigation prévue. Ils le sont parce que dans les zones de stress hydrique et là où il y a une possibilité d'accès à l'eau, ils ont fait l'investissement, sachant que l'Institut national avait évolué dans sa doctrine ces dernières années et accordé les dérogations des constats de sécheresse. Donc dans des zones particulièrement chaudes et sèches, on a déjà la possibilité du goutte à goutte, quoi. Enfin en tout cas de l'irrigation. J'insiste bien dans les endroits où il y a des accès à l'eau et malheureusement l'accès à l'eau n'est pas techniquement possible partout. Et voilà, c'est ça aussi le problème. Encore un mot, Philippe Forbach. Cette carte dont on parle, cette évolution de la carte, elle est vraiment nord-sud ou est-ce qu'elle a des terroirs particuliers qui vont, je dirais, à l'intérieur de zones qui pourraient paraître chaudes ou froides, et avoir des microclimats sur la carte de France?
Alors, elle est essentiellement nord-sud, c'est clair, mais elle est aussi en altitude. Oui. Parce que ce qui est important aussi, c'est le gradient de température entre la journée et les nuits. Et lorsque les nuits sont fraîches, effectivement, il y a plus de réserve d'acidité, notamment, qui est préservée, alors que si les nuits sont chaudes, il y a une dégradation qui s'accélère. Donc, on va monter les vignes, c'est-à-dire sur les coteaux, voir c'est les endroits les plus hauts, et on dit que l'altitude compense la latitude. Ah bien sûr. C'est peut-être effectivement une des solutions qui peut être envisagée. Bon, des solutions à trouver pour la carte du vignoble qui est en train de changer à cause du réchauffement climatique. On va y revenir dans une minute. Marine, où est-ce qu'on en est de notre sondage Twitter? Vous passeriez-vous complètement de vin à table? Ça se réduit petit à petit. Le oui n'est plus qu'à 57%. À la question, pourriez-vous passer totalement de vin à table? Donc c'est oui à 57% pour l'instant. Allez, on espère que ça va s'équilibrer quand même. On n'est pas contre boire de l'eau à table. D'ailleurs, je le montre pour ceux qui nous voient sur Internet et sur YouTube. C'est des bouteilles d'eau qu'on a dans le studio ce matin. Ou des gourdes. J'ai pas dit ça, Marine. On va revenir dans une minute pour se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Sud Radio question d'été. Alors, cette question d'été qui est la carte du vignoble est-elle en train de changer? On le sait, mais comment trouver des solutions également avec le réchauffement climatique? C'est difficile, mais on a deux spécialistes qui vont beaucoup nous aider. Et si vous êtes vigneron et que vous nous écoutez, j'espère que ça va vous servir également. On est avec Christian Pally, qui est vigneron à Tavel, mais surtout le président du comité vin de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui se pose des questions et essaye de trouver les réponses, entouré d'un large comité. Et puis Philippe Forbrac, notre camarade de Invino, le week-end, mais surtout meilleur sommelier du monde, restaurateur et le président de l'Union de la sommellerie française. Donc on a deux présidents, c'est magnifique. Moi j'adore être entouré de présidents, comme ça on se sent tranquille. Alors, chers amis, Christian Pally, je me doute que l'INAO est vraiment préoccupé en premier lieu par la situation française, et le vin en France c'est important. Pour autant, vous avez l'œil sur nos voisins. Philippe Forbrac citait tout à l'heure le problème des pays du Sud, et évidemment plus on va au Sud, plus il fait chaud. Enfin, logiquement, c'est vraiment du bon sens populaire. Et donc, que se passe-t-il et quelles mesures sont prises, par exemple, en Espagne et en Italie, pour faire court? Alors, je dois préciser que nous sommes plutôt en avance sur nos collègues italiens, sur nos collègues espagnols. Même s'ils ont plus chaud. Même s'ils ont plus chaud, aujourd'hui, l'INAO et France Agrimaire ont ensemble et de façon conjointe constitué un groupe de travail qui regroupe des professionnels, des administrations françaises, des chercheurs, des techniciens, des spécialistes, pour pouvoir mettre en place une stratégie d'adaptation. Et je pèse bien mes mots, stratégie d'adaptation. Et les Espagnols et les Italiens n'en sont pas à ce niveau-là de réflexion. Et assez régulièrement, via nos ministères respectifs, ils nous interrogent sur nos propres avancées de travail. Quand je disais tout à l'heure stratégie d'adaptation, c'est parce que évidemment en appellation d'origine contrôlée, je le disais tout à l'heure, nous sommes ancrés à un terroir, ancrés à une région, et donc nous ne pouvons pas privilégier une stratégie nomade, dite nomade, c'est-à-dire de transfert de nos appellations un petit peu plus vers le nord, un petit peu plus en altitude. C'est ça, on ne met pas les crus sur des camions, oui, ça c'est sûr. Tavel-sur-Marne, ça va être très difficile à créer. Et puis ça ne ferait pas plaisir aux Champenois. Bien évidemment, voilà. Ce qui fait que actuellement nous travaillons sur des capacités d'évolution agronomique avec l'évolution des encépagements, l'évolution des cépages résistants à la sécheresse. Nous travaillons sur des évolutions réglementaires. On parlait tout à l'heure de l'irrigation, mais il y a aussi les cépages dits hybrides qui nous permettraient de pouvoir mieux nous adapter à ces nouvelles donnes climatiques. Et évidemment, en interne même de l'INAO, et Philippe Forbrac qui faisait allusion, c'est-à-dire faire évoluer aussi nos critères de délimitation des appellations d'origine contrôlée. Oui, Christian Pally, mais excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une forte inertie? Philippe Forbrac disait qu'il faut entre 5 et 10 ans pour faire une vraie vigne. Vous parlez de changer les variétés de raisins. À 10 ans, est-ce que ça va assez vite? Non, mais c'est incontournable. Effectivement, nous sommes sur des plantes pérennes, nous ne sommes pas sur des légumes annuels, sur des carottes ou des tomates.
Oui. Et que si nous... Non, mais c'est une difficulté, certes, mais c'est incontournable. Donc, il faut s'y mettre tout de suite, quoi. C'est ça que vous dites, en fait. Mais nous y sommes. Ça fait déjà maintenant plus d'une année, voire 2 années, que ce groupe conjoint France-Agrimer-INAO planche, que nous avons déjà interpellé toutes nos régions, que nos régions viticoles nous ont fait remonter leurs préconisations, leurs propositions, leur expérience de terrain. Nous sommes en cours de synthèse, de ces remontées régionales. Oui. Et le comité national de septembre, d'ailleurs, auquel appartient, vous avez oublié cette ligne à sa carte de visite, auquel appartient Philippe Forbrac. Donc dès le mois de septembre ou au pire au mois de novembre, le comité national de l'INAO aura donné ses premières orientations stratégiques sur ces nouvelles donnes aux adaptations aux évolutions climatiques. Alors Philippe Forbrac, dites-moi, j'écoute ce que dit Christian Palli, mais vous qui êtes au bout de la chaîne, hein, vous qui débouchez et qui servez le vin avec tous vos confrères de l'Union de la Sommellerie, vous voyez déjà un changement dans le vin par rapport à il y a 10 ans? Est-ce que dans le vin final, dans la dégustation, en dehors du taux d'alcool, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a grimpé avec les années, est-ce qu'il y a d'autres transformations gustativement, organoleptiques? Alors, l'essentiel, c'est effectivement le taux d'alcool, hein, et l'équilibre entre l'acidité et l'alcool. Ce qui a changé, c'est... Alors, la difficulté, elle a bien été exprimée par le président Palli, c'est de conserver la notion d'appellation contrôlée, qui est l'essence même de l'horticulture française, hein, et qui est importante. Inventée en France. Exactement. Et ensuite, de pouvoir permettre cette évolution. Alors, il y a quand même des évolutions qui sont peut-être possibles, Monsieur le Président Palli. Il y a un certain nombre de régions viticoles qui existaient avant, qui avaient quasiment disparu, et qui reviennent finalement un peu plus dans l'actualité. J'évoquais tout à l'heure les Hautes-Alpes, mais... Ah bah ça c'est chez vous, hein. C'est pour ça que vous êtes un petit peu comment dire, régionaliste, mais c'est normal. L'Auvergne, par exemple, était un grand vignoble à une époque. Aujourd'hui, moi j'étais bluffé, c'est mes dernières dégustations de vin des Côtes d'Auvergne, par exemple. Oui. Qui n'y avait pas spécialement ces dernières années, bonne presse, on va dire. Et aujourd'hui, avec l'évolution climatologique, on arrive à avoir des pinots, des gamay, des pinots noirs, des gamay par exemple, qui arrivent à une jolie maturité, des chardonnays qui gardent de la fraîcheur, enfin, etc. Ou du très salier du côté de Saint-Pourçain, qui finalement ont du charme qu'on n'avait pas avant et qu'on redécouvre en termes de goût. Mais justement, Philippe, on l'évoquait aussi, la région parisienne. D'ailleurs, il y a une IGP Île-de-France qui est en train de se mettre en œuvre, et il y a aussi des raisons d'espérer dans ces coins-là de faire des vins de plus en plus qualitatifs. Quand on parle de réchauffement climatique, et vous avez parlé il y a un instant du chardonnay, hein, qui est le grand cépage blanc, on va dire de la zone nord de notre vignoble, Bourguignonne et Champagne, eux sont particulièrement impactés. Est-ce à dire que les vins issus de raisins blancs sont plus difficiles à mener quand il fait plus chaud? L'acidité pour le blanc, c'est quand même une des clés extrêmement importantes. Et l'acidité, elle vient d'une sous-maturité, on peut dire? Non, d'une maturité, d'une bonne maturité, mais avec une réserve contrôlée, quoi. Exactement. Oui. Et parce qu'il y a une courbe. Avant, quand on décidait de la date des vendanges, il y avait les courbes d'acidité et de sucrosité qui se croisaient. Et puis quand on lisait une certaine courbe, enfin une certaine vision de cette courbe, on disait il faut vendanger. Aujourd'hui, on va plus loin, on s'attache à la maturité des pépins, de la peau, de somme d'autres critères qui permettent effectivement, au-delà des courbes techniques, d'avoir une vraie vision de la maturité. Mais effectivement, pour les blancs notamment, ce manque d'acidité est important, et notamment pour le champagne, qui a besoin d'une acidité suffisante, et voire de pas trop de degrés, parce qu'il y a une deuxième fermentation qui rajoute un petit peu de degré d'alcool. Et effectivement, si on arrive à avoir des champagnes qui sont... On va vendanger en juillet, alors, bientôt. Trop puissants, trop généreux. Voilà. Mais en même temps, la sous-maturité n'est pas un élément intéressant. Parce qu'elle n'exprime pas non plus les arômes qu'on est en droit d'attendre. Exactement. Et le côté végétal est quelque chose qui n'est pas extrêmement agréable dans le vin d'une façon générale. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, quoi. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Vous savez quoi? Vous allez rester avec nous, parce que tout à l'heure, on va être en Gironde, dans le Bordelais, et on va vous poser quelques questions sur le vignoble bordelais. Vous êtes d'accord?
Avec plaisir. Ah bah c'est très gentil de prendre sur vos vacances pour être avec nous sur les routes de l'été. Je vais remercier également le président Christian Pally, dont on a bien compris que l'INAO et tout le comité qui entoure avec Agrimer étaient vraiment à l'œuvre pour trouver des solutions. On a compris également, pour résumer, que l'avancée des vendanges est une solution, hein, bien évidemment, hein, puisque plus il fait chaud, plus on vendange tôt, hein, pour faire simple. Christian Pally, c'est à échéance de combien les vraies solutions que vous allez pouvoir proposer à nos vignerons en 10 secondes? On en a déjà en œuvre, c'est-à-dire la capacité beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive d'évolution de l'encépagement en vue d'adaptation. Donc on a déjà des paramètres et des outils opérationnels. C'est un travail de moyenne haleine. Hein. Je pense que pendant ces 5 prochaines années encore, nous aurons à compléter la boîte à outils pour donner le maximum de capacité d'adaptation à nos vignerons et surtout à nos vignobles. Et ça vous occupe alors que vous avez vraiment autre chose à faire puisque vous êtes vigneron et à l'INAO. Je pense que vous manquez pas de boulot du coup. Merci. Non, et merci néanmoins d'avoir pris le temps de répondre aux questions d'été pour nos auditeurs qui continuent à voter sur Twitter, Marine. Et oui, à la question pourriez-vous vous passer totalement de vin à table, c'est toujours le oui qui l'emporte à 56% d'une courte tête du coup. Et dans les commentaires, du coup, on a Cédric qui nous a écrit et qui nous dit s'en passer totalement impossible. Le vin français est tellement bon, il fait tellement partie de notre culture que vous ne pourrez jamais m'en passer. Bah oui. Et puis c'est peut-être ceux qui l'ont pas goûté, hein, qui répondent qui peuvent s'en passer. On peut s'en passer, mais pas totalement. Moi, ça me paraît dingue hein, quand même. On est en France. Allez, soyons un petit peu cocardiers.